Bienvenue dans Guide de l'utilisateur, une mini-série pensée comme un mode d'emploi pour la vie humaine dans un monde qui paraît souvent absurde. Le but de cette série, c'est d'aider les gens à se repérer sans tomber dans les explications magiques ou religieuses qui profitent justement du fait que notre cerveau a besoin de réponses, même fausses. Dans les premiers épisodes, on a vu deux choses essentielles. La science est une méthode pour tester la réalité, pas une simple opinion. L'univers peut naître, évoluer et produire des étoiles sans qu'on ait besoin de faire intervenir un créateur surnaturel. Aujourd'hui, on va franchir une étape clé. Comment passe-t-on d'un univers rempli d'atomes et de roches à quelque chose qui est vivant? En clair, comment la chimie devient biologie, sans magie, sans âme déposée par une divinité. Pour comprendre l'origine de la vie, il faut d'abord imaginer la Terre très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Il y a plus de 4 milliards d'années, la Terre est jeune, chaude, violente. Nos sols est en grande partie volcanique, la croûte encore fine, le bombardement par des météorites fréquents, et l'atmosphère ne contient pratiquement pas d'oxygène libre. On pense qu'elle est composée surtout de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, d'azote, de méthane, d'ammoniac, de soufre. Un mélange toxique pour nous, mais parfait pour la chimie. À cette époque, il n'y a pas de forêt, pas d'animaux, pas de fleurs, juste des océans primitifs, des nuages épais, des éclairs, des pluies acides, des volcans qui crachent du gaz et de la lave. On peut imaginer 3 types de lieux particulièrement intéressants pour l'origine de la vie. Les océans peu profonds, réchauffés par le soleil, où les molécules peuvent se concentrer en s'évaporant. Les mares temporaires, qui se remplissent et se vident, concentrant encore plus les molécules. Les sources hydrothermales au fond des océans, où de l'eau très chaude, chargée de minéraux, jaillit des fissures dans la croûte terrestre. Tout cela, ce n'est pas un décor de science-fiction, c'est un gigantesque laboratoire de chimie à l'échelle planétaire. Et c'est important de le rappeler. Avant la vie, il n'y a pas rien. Il y a déjà de la chimie. La question n'est pas comment passer du rien au vivant, mais comment passer de la chimie complexe à quelque chose qui se réplique et évolue. Si on démonte la vie en pièces détachées, on trouve toujours les mêmes types de briques. Des acides aminés, les briques des protéines. Des nucléotides, les brides de l'ADN et de l'ARN. Des lipides, les graisses qui forment les membranes. Des sucres et d'autres petites molécules énergétiques. La grande question est: est-ce que ces briques peuvent apparaître spontanément dans les conditions de la Terre primitive, sans intervention d'un dieu qui fabrique de la vie? Au XXe siècle, l'expérience de Miller-Urey a montré quelque chose de frappant. En simulant une atmosphère primitive, eau, méthane, ammoniac, hydrogène, et en envoyant des décharges électriques pour imiter les éclairs, on obtient spontanément plusieurs acides aminés après quelques jours. Ce genre d'expérience a été refait et amélioré de nombreuses fois. On obtient non seulement des acides aminés, mais aussi des bases azotées, des sucres simples, bref, plein de briques de la vie. En plus de la chimie terrestre, il y a la chimie cosmique. On trouve des acides aminés et d'autres molécules organiques complexes dans les météorites et les comètes. Certaines pierres tombées du ciel contiennent clairement des briques prébiotiques. Autrement dit, l'univers est naturellement capable de fabriquer des molécules organiques compliquées sans aucune intervention consciente. Ce que ça montre, ce n'est pas qu'on a déjà créé la vie en labo, mais que les ingrédients nécessaires ne sont ni mystérieux, ni rares, ni magiques. Dans un univers régi par la chimie, la matière a tendance à s'organiser en structures de plus en plus complexes quand on lui laisse assez de temps et d'énergie. Avoir des briques, ce n'est pas suffisant pour avoir la vie. Une cellule vivante, ce n'est pas juste un sac de molécules. C'est un système qui se maintient loin de l'équilibre. Elle lutte contre la dégradation spontanée. Échange de la matière et de l'énergie avec son environnement. Stocke de l'information. Se copie avec de petites erreurs. La question centrale devient donc: quelle est la première molécule capable à la fois de stocker de l'information et de catalyser des réactions chimiques? L'ADN, c'est très stable, très utile pour le stockage, mais pas très actif. Les protéines, elles, sont excellentes pour catalyser, mais ne stockent pas l'information génétique de manière simple. Entre les deux, il y a un candidat fascinant, l'ARN. L'hypothèse du monde à ARN dit que, bien avant l'ADN et les protéines telles qu'on les connaît, il a pu exister une étape où l'ARN jouait les deux rôles. Molécules d'information, comme maintenant dans nos cellules. Molécules catalytiques capables d'accélérer certaines réactions.
On connaît aujourd'hui des ARN catalytiques appelés ribosymes. Dans cette vision, quelque part sur la Terre primitive, des réactions chimiques ont produit des petits fragments d'ARN. Ces fragments se lient entre eux, se plient en forme tridimensionnelle, et certains deviennent légèrement meilleurs que d'autres pour se copier ou pour favoriser des réactions. Ils ne sont pas encore vivants, comme une cellule moderne, mais on n'est plus dans de la chimie totalement inerte. On a des molécules qui se recopient avec des erreurs, compétitionnent pour des ressources, sont plus ou moins stables selon la forme qu'elles adoptent. À partir du moment où il y a réplication imparfaite plus compétition pour des ressources, une forme primitive de sélection naturelle commence déjà à agir. Ce n'est pas encore la biologie comme on la connaît, mais c'est la frontière. Il manque encore une pièce du puzzle, une frontière. Une cellule, c'est pas juste des molécules qui flottent librement. C'est un intérieur séparé de l'extérieur par une membrane. Heureusement, la chimie nous montre que cette frontière peut apparaître spontanément. Certains lipides, dans l'eau, ont une propriété amusante. Une extrémité aime l'eau, hydrophile, l'autre la fuit, hydrophobe. Quand on met beaucoup de ces molécules dans l'eau, elles ont tendance à s'assembler en petites gouttes, en vésicules, automatiquement, juste parce que c'est énergétiquement favorable. On obtient alors des bulles microscopiques, des membranes fermées qui peuvent piéger à l'intérieur d'autres molécules, dont éventuellement des fragments d'ARN. On appelle ces structures des protocellules. Imaginez la scène. Dans une mare ou près d'une source hydrothermale, des lipides spontanément forment des bulles. Certaines bulles contiennent par hasard des molécules d'ARN, d'autres non. Les bulles avec ARN se comportent un peu différemment. Elles peuvent utiliser l'ARN pour catalyser des réactions, capturer de l'énergie, se diviser plus efficacement. À force de cycles d'absorption de matière, de croissance de la membrane, de division de ces petites bulles, on obtient des systèmes qui commencent à ressembler à des cellules primitives. Ce ne sont pas encore les cellules complexes avec noyaux comme les nôtres, mais des ancêtres très simples, ce qu'on appellerait des cellules prokaryotes primitives. Là encore, il n'y a aucun moment où une divinité souffle l'âme dans la matière. Ce sont simplement des lois physiques et chimiques qui, sur des millions d'années, sélectionnent les systèmes les plus stables, les plus aptes à se recopier. À ce stade, une confusion fréquente apparaît. LUCA. LUCA, c'est l'acronyme de Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun universel. Attention, LUCA n'est pas la première forme de vie, ni la cellule que Dieu aurait créée au début. C'est le dernier ancêtre commun à toutes les formes de vie qui existent aujourd'hui. Autrement dit, si on remonte l'arbre de la vie vers le passé, en suivant les branches des bactéries, des archées, des plantes, des champignons, des animaux, on arrive à un tronc commun. Ce tronc commun était déjà une cellule relativement sophistiquée, avec un code génétique basé sur l'ADN et l'ARN, des ribosomes pour fabriquer des protéines. Une membrane, un métabolisme rudimentaire capable d'extraire de l'énergie de l'environnement. On sait que ce LUCA a existé, non pas parce qu'on l'a trouvé fossile, mais parce que toutes les formes de vie connues partagent le même code génétique, presque universel. Toutes utilisent les mêmes 20 acides aminés principaux. Toutes utilisent l'ATP comme molécule énergétique principale. C'est comme si toute la vie sur Terre avait été écrite avec le même langage de programmation et la même bibliothèque de base. Ce n'est pas ce que l'on attendrait si des dieux différents avaient créé les espèces séparément, mais exactement ce qu'on attend si elles descendent d'un ancêtre commun. LUCA n'est donc pas la première étincelle de vie, mais le résultat final d'une longue phase d'expérimentation chimique et de proto-évolution. Avant LUCA, il y a probablement eu des centaines, des milliers de lignes de proto-organismes qui ont disparu, remplacés par des systèmes plus efficaces. Il est important d'être honnête. On n'a pas encore un scénario complet, détaillé, filmé de chaque étape qui mène de la chimie à la première cellule. Il existe plusieurs modèles sérieux. Le scénario des mares chaudes qui se remplissent et s'assèchent. Le scénario des sources hydrothermales au fond des océans, avec des structures minérales jouant le rôle de catalyseurs. Des scénarios qui insistent sur le rôle des surfaces minérales, comme l'argile, pour aligner et concentrer des molécules. Des variantes du monde ARN, parfois complétées par d'autres polymères. Et probablement qu'au final, la réalité combinait plusieurs de ces mécanismes. Ce que la science dit aujourd'hui, ce n'est pas
On sait tout circuler. Ce qu'elle dit, c'est: on a déjà montré que les briques de la vie se forment naturellement. Certaines molécules peuvent stocker de l'info et catalyser des réactions. Des membranes peuvent se former spontanément. La sélection naturelle commence dès qu'il y a réplication imparfaite. Donc il est tout à fait plausible que la vie soit apparue par étapes, sans intervention surnaturelle. Est-ce qu'on connaît tous les détails ? Non. Mais on ne sait pas encore ne veut pas dire Dieu l'a fait. C'est juste une invitation à continuer à chercher. Une fois qu'on a un système enfermé dans une membrane qui se nourrit, qui se réplique avec des erreurs, et où ces erreurs influencent sa capacité à survivre, alors l'évolution par sélection naturelle démarre. À partir de là, plus besoin d'inventer de nouveaux miracles à chaque étape. En millions et milliards d'années, ces premières cellules vont se diversifier, explorer tous les environnements, échanger des gènes, muter, se spécialiser. Certaines finiront par s'associer, donnant un jour des cellules plus complexes, puis des organismes multicellulaires, puis un jour des animaux, et bien plus tard, des humains. Dans l'épisode suivant, on va justement parler de ça, l'évolution de l'être humain. Comment, à partir de petites cellules anonymes dans un océan primitif, on en arrive à des primates capables de regarder les étoiles et de se demander: pourquoi suis-je là ? Et encore une fois, la réponse n'a pas besoin de passer par un créateur. La beauté de cette histoire, c'est qu'elle fonctionne entièrement avec des lois naturelles, que nous commençons à comprendre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Guide de l'utilisateur. Si ce contenu vous aide à voir que la vie peut émerger de la chimie, sans magie, sans intervention divine, et que ça rend le réel encore plus beau, voici comment vous pouvez soutenir ce projet. Partagez cet épisode à une personne qui doute, qui se pose des questions, ou qui risque de tomber dans les explications religieuses simplistes. Mettez un like, c'est un geste minuscule pour vous, mais énorme pour l'algorithme et pour la visibilité de la série. Rejoignez-moi sur Patreon, le lien est dans la description. Vous pouvez y soutenir la série, accéder à certains contenus en avance et participer à son évolution. Faites un don sur ma page Ko-fi. Même quelques euros font une vraie différence et m'aident à consacrer plus de temps à créer ce type de contenu. En soutenant ce projet, vous contribuez à construire un petit espace où on essaie de comprendre ce monde absurde avec la seule chose qui marche vraiment, la méthode scientifique. On se retrouve dans l'épisode 4, l'évolution de l'être humain.